Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi et c'est un samedi pluvieux comme pas possible. Un bon samedi où on a juste qu'une envie, c'est de se mettre sous un plaid et lire. Ce jour de samedi, voilà. Je reviens en fait tout simplement en vlog pour vous faire un petit update lecture ainsi que une réception. Je me suis installée là en attendant de monter mon nouveau trépied slash ring light. Vous savez, c'est le petit anneau lumineux là, je vous avais dit dans mon dernier vlog que je l'avais cassé. Je l'ai reçu mais il faut juste que je le monte. Voilà. Et j'ai trop envie d'abord de vous parler avant ça. Je suis désolée, on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours. C'est la lumière, hein. On va dire que c'est la lumière. Je reviens donc pour vous... déjà, on va voir ce que j'ai reçu et ensuite je vous ferai un update lecture sur ma lecture en cours. Donc, alors, je sais déjà ce que c'est, hein. Hop, et il s'agit de la suite du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. Donc, je suis jurée cette année. Alors, ok, c'est toujours un petit peu le même message. Et donc au niveau du roman, il s'agit de Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. C'est un roman qui me tentait énormément. Franchement, il y avait beaucoup de romans dans la sélection là de littérature étrangère de ce Grand Prix qui me tentait plus. Et celui-ci en faisait partie. C'est un roman, donc comme je crois que je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sortie littéraire du mois de mars, oui, de ce mois-ci. Son nouveau roman, c'est donc celui-ci, Là où sont tes racines, et j'ai lu de la même autrice La vie qu'on m'a choisie. Et j'avais bien aimé sa plume, elle fait en fait de manière générale des romans historiques. Dans celui-ci, on va suivre en fait on est sur une double temporalité, on est à la fois à New York en 1929 mais aussi en 1995 et donc on va suivre dans le passé une jeune fille qui a 18 ans qui s'appelle Clara et qui est donc prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. En 95, on va revenir du coup dans ce fameux asile et on va rencontrer la jeune Isabelle qui va découvrir qu'elle-même est hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy, ne tarde pas à dénicher dans les décombres une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que l'une a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. On a voilà deux destins qui s'entrecroisent et clairement j'adore ce genre d'histoire. C'est toujours bien, je trouve, ce genre de roman historique où on a comme ça deux destins qui se croisent, se mêlent, s'entrecroisent. Je trouve toujours ça important, intéressant. Alors ce qui revient souvent, c'est qu'effectivement on a tendance à s'attacher plus à une personne qu'à l'autre. Donc parfois la partie dans le passé peut être beaucoup plus intéressante, immersive que la partie dans le présent et d'autres fois c'est le contraire. Donc ma foi, voilà, en tout cas je vais découvrir ce roman de la sélection, il me tente beaucoup. Et au niveau du nombre de pages, il est assez épais je trouve. Ah c'est bien, on a une interview de l'autrice à la fin. On a une petite note et il fait 476 pages, voilà. Et toujours cette couverture, no. Il va falloir s'y habituer, hein, je crois, à la nouvelle édition Pocket, mais bon. Oui, tout va bien, il y a une trottinette dans mon salon. Ma lecture en cours, du coup, il s'agit de... Hop. Il n'est pas bien mis. De Dolores Redondo, de Chair et d'Os. C'est le tome 2 du Gardien Invisible que j'avais beaucoup aimé. Je ne peux pas parler de adorer, mais j'avais beaucoup apprécié le Gardien Invisible. Est-ce que... Non, je ne l'ai pas. En fait, il s'agissait de... on est sur un polar espagnol qui se situe où les événements se déroulent dans le Pays Basque espagnol. Et on suit du coup cette inspectrice Amaya. Dans le premier tome, on l'a suivie dans une affaire de meurtre et de disparition, si je crois. Ou alors c'était juste des meurtres, je me souviens plus trop. Mais bref, il y avait voilà, une affaire assez opaque. Et la particularité de cette trilogie,
c'est qu'on a une ambiance, et je pense qu'on peut un petit peu le comprendre à la couverture, on a une ambiance très mystique avec finalement un petit peu la région qui est une sorte de personnage à part entière. On a beaucoup les légendes basques qui reviennent énormément dans le récit, donc dans les 2 tomes vraiment, et c'est un tome 2, clairement je vous conseille vraiment de lire le premier tome, Le Gardien Invisible, avant celui-là, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre. Et, vraiment c'est un polar thriller, est-ce qu'on peut dire thriller? Il y a une ambiance quand même très très particulière du fait voilà, de cette... Alors, en fait j'ai pas trop envie de plus vous en dire parce que c'est très particulier, je pense qu'il faut vraiment le lire pour pouvoir découvrir à quel point les mythes et les légendes basques prennent énormément le dessus en fait sur ces histoires et sur l'ambiance. Et donc dans ce tome 2, je viens de bailler, désolée. Et donc dans ce tome 2, on retrouve l'inspectrice Amaya Salazar qui va donc enquêter à propos d'églises qui sont profanées, et c'est hyper intéressant, c'est hyper immersif. Je retrouve le personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1 et cette ambiance aussi très mystérieuse, très mystique qui est vraiment chouette. Donc pour l'instant je passe un super moment, j'en suis page 354 sur 600 pardon, il fait 600 pages. Donc voilà, je suis un peu plus de la moitié et j'aime beaucoup ma lecture. Voilà pour mon update lecture, et puis moi je vous reprends du coup plus tard pour continuer dans mes updates lecture. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi midi, et je reviens en vlog donc pour vous faire un update lecture. Je viens de terminer de tourner en fait une vidéo que normalement vous avez déjà dû avoir sur ma chaîne, recommandation de romans historiques. J'espère voilà, que ça vous a plu. J'aime bien faire de temps en temps, je crois que vous l'avez déjà dit, alterner en fait entre les vlogs et les vidéos un peu plus thématiques. C'est aussi parce que j'ai pas spécialement le temps de vous faire des vlogs toutes les semaines, pas assez de temps et de matière. Donc voilà, j'aime bien faire ça. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. On va parler donc update lecture. J'ai terminé parce qu'aujourd'hui on est vendredi et je crois que la dernière fois où je vous ai parlé c'était samedi si je me trompe pas. Samedi, dimanche, je ne sais plus. Et la semaine est... Enfin franchement en ce moment mes semaines ça passe tellement vite. Et là cette semaine n'échappe pas à la règle, vraiment elle est passée extrêmement rapidement, c'est quelque chose. J'ai donc terminé, on va y arriver, de Chair et d'os de Dolores Redondo, et c'est une pépite, une vraie, véritable, tout ce que vous voulez, pépite. C'est génial, j'ai trop aimé. Troisième coup de cœur de ce mois de mars. Franchement je pensais pas avoir 3 coups de cœur, enfin enchaîner surtout 3 coups de cœur ce mois-ci, vraiment. Ça c'était mis. C'était juste incroyable, j'ai énormément aimé ce deuxième tome. Je crois que je vous avais dit du coup dans la séquence précédente que ça allait être une très bonne lecture, mais non. Ok, au moment où je parle, mademoiselle mange. En fait, il y a des rebondissements qui interviennent toujours au bon moment. On a un personnage principal que j'avais adoré du coup dans le premier tome, qui est donc le gardien invisible. Le premier tome, je l'ai là. Le gardien invisible, c'est donc le premier tome de cette... alors c'est pas une trilogie, il y a 4 tomes si je me trompe pas. Et donc le tome 2, vraiment génial. Amaya Salazar, qui est une inspectrice de la police de Navarre, si je me trompe pas, police fédérale, je sais plus comment elle dit, police fédérale de forale de Navarre. Et on la suit du coup dans ses enquêtes. Dans ce tome, tout de suite, on sent que voilà, il y a des hommes qui assassinent leurs femmes, mais d'une certaine manière. Il y a un mystère, quelque chose qui plane. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que vraiment sinon ça va vous spoiler je pense. Ces meurtres ont un lien
avec l'inspectrice de police. Et là on se dit waouh, on part vraiment sur quelque chose d'assez important, d'assez gros. Et donc on suit Amaya, on la retrouve du coup dans ce tome-là, avec cette ambiance aussi qui est très 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 particulière, empreinte d'un certain mysticisme, très porté voilà, sur les aspects spirituels des choses. On est dans le Pays Basque espagnol, donc on a aussi cette terre de légende. Et c'est vraiment fortement imprégné, enfin ce roman, ce thriller, qui est un thriller aussi psychologique, hein, il y a énormément de suspense, est fortement imprégné de cette ambiance. Et le mélange est assez sympa. C'est la première fois que je lis aussi ce genre de thriller. Et vraiment c'est très singulier et très 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 prenant, vraiment je vous jure. J'étais à fond dans ma lecture, j'ai dégommé, enfin bon, je l'ai lu sur 5 jours je crois, quelque chose comme ça, mais parce que j'avais vraiment pas le temps. Clairement sinon je pense que je l'aurais je l'aurais dégommé en quelques jours, même pas, enfin il est incroyable. Les rebondissements, comme je vous le disais, interviennent toujours au bon moment. Il y a des twists très très souvent et bah ouais, on est choqué, on a envie de savoir la suite. Et même à la fin là de ce deuxième tome, du coup je me suis dit oh non mince, il va falloir que je me procure le tome 3 et que je lise le tome 3 assez rapidement parce qu'il est incroyable. Donc vraiment ouais, je vous conseille à fond cette saga, du coup si vous ne l'avez pas lu, si ça vous intéresse, si voilà, le fait que ce soit des légendes, qu'il y ait un peu de spirituel, elle tire les cartes, si c'est quelque chose voilà, que vous n'appréciez pas. Je vous le dis, Amaya et sa tante tirent les cartes à certains moments. Vous pouvez, je pense, un peu vous imaginer l'ambiance. Et, euh, et c'est fabuleux. C'était fabuleux. Incroyable également, et après j'arrête. Mais ce qui est incroyable également dans ce tome, c'est la psychologie des personnages. C'est à la fois la psychologie de l'inspectrice principale, donc Amaya, enfin du personnage principal, je voulais dire, l'inspectrice Amaya, qui a une histoire familiale très particulière, extrêmement particulière, vraiment. On se doute que dans tous les policiers thrillers, à un moment donné, les enquêteurs vont avoir des histoires personnelles, mais là, on est sur une histoire personnelle assez glaçante, très lourde, très particulière. La manière dont l'autrice arrive à étudier, parce que je pense qu'il y a un énorme travail de recherche aussi au niveau psychologique, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Il y a un niveau d'expertise en fait qui est assez dingue et c'est très très bien retranscrit. Donc voilà, je vous conseille à fond cette saga. Du coup, ce que j'ai enchaîné après, j'ai commencé les 7 châtiments de Jordi Llobregat, donc publié au Cherche Midi. C'est un roman que m'a prêté Alizée du compte Un livre à Bordeaux et j'ai lu 138 pages, vraiment, mais cette semaine quand je vous dis qu'elle est passée à une vitesse incroyable, c'était... Ah, encore un klaxon. C'était vraiment horrible. Donc 138 pages. On suit, comme le titre l'indique, les 7 châtiments. On est sur un thriller. Ça se passe dans les Pyrénées. Je sais plus si c'est du côté français ou espagnol. Je crois que c'est du côté espagnol. Et on reste en Espagne. Décidément, mes lectures en ce moment sont très orientées. Et on suit du coup une enquêtrice qui s'appelle Alex, qui vient de Barcelone, qui va devoir enquêter donc sur le meurtre d'un jeune homme qui a été retrouvé dans une piscine avec les yeux cousus au fond d'une piscine. Et en fait c'est assez particulier parce que c'est un chantier donc d'une station de ski absolument normalement ultra moderne qui est en construction, donc, comme je vous disais. Et donc on a un petit peu les histoires des familles de la vallée, de la région. On a également les histoires, pour l'instant, enfin j'ai lu 138 pages donc c'est peut-être pas forcément très représentatif, mais les histoires de famille d'Alex. Mais en fait, déjà en 138 pages, il y a eu énormément de personnages qui ont été introduits et je suis un peu perdue. J'arrive pas trop à comprendre qui est qui, alors je pense que petit à petit, au fil de ma lecture, ça m'a un peu se décanter. Mais là, il y a trop de personnages, il y a surtout beaucoup trop d'histoires qui, en apparence, n'ont rien en commun. Et donc du coup ça me perturbe énormément.
En première partie, donc c'est les 7 châtiments, origine assez biblique, hein. Et donc à chaque fois on a une partie, donc la première partie c'est l'envie, c'est le premier châtiment, la deuxième je sais plus, et la troisième, là j'en suis à la troisième partie, le troisième châtiment, la luxure. Donc on va voir, parce que j'ai oublié de le dire, à chaque partie, à la fin de chaque partie du coup il y a une personne qui va mourir. Pour l'instant la police, si j'ai bien compris, la police pour l'instant n'a retrouvé qu'un seul cadavre et n'enquête que sur ce cadavre, mais j'imagine qu'ils vont découvrir les autres morts, j'imagine. Mais voilà, je suis perdue en fait, je comprends pas qui est mort, bon, pourquoi, ça c'est sûr que je le sais à la fin du roman, mais je comprends pas qui est mort, je comprends pas pourquoi ils découvrent pas le corps, pourquoi en fait on mêle d'autres histoires en attendant. C'est, pour moi pour l'instant c'est un petit peu brouillon. Et donc du coup j'ai commencé une autre lecture en parallèle puisque j'accrochais pas trop, je me suis dit oula, j'ai pas trop envie de l'abandonner ce roman, donc du coup on va peut-être lire un autre genre littéraire, ce qui me permettra d'alterner et peut-être d'accrocher. Donc j'ai commencé Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, si je me trompe pas. C'est un roman donc, que je lis dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket en lecture commune avec Lauriane, un bouquet et des livres si je me trompe pas, et Lucie, les chroniques de Lucie. J'en suis page 62, donc voilà, je suis vraiment au début de mes lectures. Et dans ce roman, on va suivre en fait le quotidien d'une infirmière pendant, en 1918, donc en Irlande, pendant l'épidémie de grippe. Alors 1918, il y a aussi effectivement la Première Guerre mondiale, mais bon, on est en Irlande, donc mais ils sont quand même impactés à un moment donné. C'est surtout la grippe et cette épidémie, cette pandémie qui fait le quotidien donc de cette infirmière. On suit donc cette infirmière qui s'appelle Julia Power et elle est dans l'hôpital, dans un hôpital donc à Dublin. Pour l'instant, donc au bout de 62 pages, on la suit donc dans ce quotidien. Elle va s'occuper de 2 patientes et elle est au service, enfin elle est dans une maternité en fait. Et donc en fait au tout début ça m'a énormément fait penser au Covid parce que dès le début l'autrice en fait pose un peu le décor et donc explique que à Dublin il y a des pancartes, enfin il y a des affiches qui sont placardées sur les murs où c'est noté attention, toussez, enfin faites attention quand vous toussez, etc. Des préconisations en fait sanitaires. Et pareil, au tout début il y a une scène, vraiment je vous spoil pas, au tout début il y a une scène où ils sont dans le tram et dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, il y a tout le monde qui se recule pour pas choper les microbes. Enfin bon bref, ça fait penser à, voilà, il y a de ça même quelques mois en fait, parce que ça fait pas longtemps hein, que le Covid, bon il est encore là, mais ça fait pas longtemps qu'il y a eu une immense pandémie hein, quand même. Et donc du coup voilà, c'était drôle, je sais pas si c'était drôle mais ça m'a beaucoup fait penser en tout cas à ce qu'on a vécu. Mais pour l'instant franchement je vois pas trop où l'autrice veut nous emmener, si ce n'est je pense que ça va rester comme ça, je pense qu'on va continuer à découvrir donc le quotidien de Julia. Je me suis un peu attachée à elle, mais d'un autre côté ouais, pareil, je suis un peu perdue, je me dis où est-ce qu'elle veut nous emmener, est-ce que ça va rester tout le temps comme ça ou pas. Après ça se lit quand même très très vite, très bien. Enfin, ouais, je lis vite alors que franchement j'ai pas non plus énormément de temps pour lire. Je reste un peu dubitative, je ne sais pas trop quoi en penser, après on est encore au début. Donc voilà, ce sont mes 2 lectures en cours. Que j'aime bien, hein. Franchement les 2 je les aime bien, mais c'est juste que effectivement je pense que c'est passé après 3 coups de cœur, c'est peut-être un peu compliqué. J'aime bien mais c'est pas pour moi des lectures pour l'instant très transcendantes, à voir comment elles vont se terminer. Voilà, mais moi du coup je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi soir.
Je parle un peu plus fort parce que j'ai mis le trépied un peu plus loin de moi. J'ai, comme vous savez, un nouveau trépied. Et ce qui est super chouette, c'est que j'ai mon trépied avec ma ring light, donc pour faire la lumière, que je peux utiliser du coup le soir. Et j'ai eu également un autre trépied portatif que je peux mettre sur mon bureau actuellement. C'est génial, tellement pratique. Bref, je suis pas là pour vous parler trépied, simplement pour vous faire un petit update lecture. Avant ça, je voulais vous dire que j'ai reçu un livre donc suite à une masse critique Babelio, masse critique qui était privilégiée. Donc j'ai reçu un mail en fait d'une personne qui travaille pour Babelio qui m'a proposé si je voulais recevoir dans le cadre d'une masse critique donc un roman. Et la particularité des masses critiques privilégiées, c'est qu'en fait ils demandent voilà, à certaines personnes de la communauté Babelio. Si vous voulez, c'est pas des masses critiques publiques comme il y en a tous les mois actuellement sur la plateforme. J'ai donc choisi de recevoir les Davenport, je sais pas trop comment ça se prononce, de Crystal Marquis. C'est donc un roman qui est publié aux éditions Hachette. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, on est un peu sur un style Bridgerton. C'est ça qui m'a un petit peu attirée. Au niveau du coup de la quatrième de couve, on suit Olivia qui est l'aînée de la fortunée famille Davenport et elle est prête à se marier pour accomplir son devoir. Alors que sa cadette Hélène ne s'intéresse qu'à la mécanique et aux voitures, jusqu'à ce qu'elle croise le prétendant de sa sœur. Amy Rose, leur domestique et amie, rêve d'ouvrir sa propre entreprise et d'épouser l'homme avec lequel elle n'a jamais pu vivre. Poussée par la pression de ses parents, Ruby, l'amie d'Olivia, ira quant à elle jusqu'à comploter pour gagner le cœur de celui qui la remarque à peine. Inspirée de l'histoire réelle d'une famille afro-américaine, les Davenport racontent les aventures de 4 jeunes femmes passionnées, déterminées à tracer leur propre route dans la vie et en amour. J'ai un peu peur, honnêtement, que ce soit young adulte, mais d'un autre côté, voilà, il me tentait bien au niveau du résumé. Je me suis dit pourquoi pas. C'est quand même écrit relativement gros, donc voilà, à voir. Après, c'est sûr que si c'est du young adulte, de la jeunesse, je vais pas le juger de la même manière que d'autres romans. Mais en tout cas, voilà, il me tentait beaucoup. Je ne l'ai absolument pas vu passer. Et c'est une future sortie, si je ne me trompe pas, il n'est pas encore sorti, je crois. Donc voilà, ça c'était ma réception de fin de semaine dernière, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est lundi soir. On a changé d'heure, j'ai l'impression qu'il est 4h, mais pas du tout, non, il est bien 18h30. Donc un peu particulier les jours qui se rallongent, il faut s'habituer. Je n'ai pas énormément avancé dans mes lectures, clairement j'ai eu une baisse de motivation impressionnante. J'ai un petit peu avancé dans le pavillon des combattantes dont je vous ai parlé, oui il me semble. J'en suis page 146, donc presque à la moitié si je puis dire. Et en fait, oui, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation parce que je trouve que cette lecture est un petit peu lente. C'est pas lent dans les actions parce que les actions s'enchaînent extrêmement rapidement. On suit donc le quotidien d'une infirmière à Dublin. On est vers la fin de la Première Guerre mondiale et on suit son quotidien qui est clairement fait de privation. L'hôpital est mal en point, ça fait fortement écho, n'est-ce pas, à ce qui se passe aujourd'hui, clairement. Et en fait, c'est tout le roman, pour l'instant, c'est une succession d'événements qui se passent au cours de sa journée. Alors là, typiquement, j'ai commencé la partie 2, donc il n'y a pas de chapitre, c'est très perturbant. C'est divisé en parties, donc là j'ai commencé la partie 2 qui est donc marron. Je sais pas pourquoi c'est marron. Et alors attendez, la première partie elle s'appelle comment? Elle s'appelle rouge. Rouge, marron et après je sais pas les autres parties comment elles s'appellent. Mais ensuite donc son quotidien, elle devient remplaçante et elle gère le service de maternité, enfin c'est gynécologie, c'est le service du coup dédié aux futures mamans.
Et voilà, c'est difficile parce qu'il n'y a pas les moyens à l'hôpital. Elle cherche désespérément typiquement des médecins pour ses patientes. Ils n'arrivent pas, ils sont débordés de partout. Et son quotidien donc consiste tout simplement à gérer son service, gérer ses patientes, enfin réussir à soigner ses patientes au mieux. Il y a la pandémie aussi qui est vraiment très présente, très importante dans ce roman. C'est la pandémie, vous savez, la grande grippe, la grippe espagnole, mais on la nommait pas comme ça encore à l'époque. Et voilà, pour l'instant, franchement, au bout de 144 pages, c'est un jour, même pas, je crois que c'est une demi-journée qui s'est écoulée. Et on a vraiment suivi, limite, seconde par seconde, tout ce qu'elle faisait de sa demi-journée de boulot. Donc là, il y a un petit rebondissement, à savoir qu'il y a une femme médecin qui intervient pour pouvoir l'aider. C'est le seul petit rebondissement qu'il y a eu en 144 pages. Sinon, bah, il y a d'autres rebondissements parce que forcément, bah, les patientes, un coup, elles ont envie d'aller aux toilettes, un coup, elles ont mal au ventre, elles ont mal à la tête, il y en a une qui accouche, etc., etc. Donc en soi, il y a plein de rebondissements. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans l'histoire, c'est très rythmé, mais c'est pas un roman classique. Enfin, je sais pas comment expliquer et je sais pas trop comment le décrire, mais du coup, j'ai un peu de mal à accrocher, je vous avoue. Donc voilà pour mon avis de lecture. J'essaye absolument de terminer ce roman là dans les prochains jours. Parce qu'après, bah, je vous l'avais dit, je suis toujours sur les 7 châtiments de Jordi Llobregat. Qui pareil, franchement, c'est pas que j'ai abandonné, mais disons que j'ai un peu laissé tomber parce que... Enfin, pendant un petit temps, je vais le reprendre hein, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quelques longueurs, voilà. Et je vous l'avais dit, je suis un peu perdue avec tous les personnages, etc. Je vois pas trop où ça me mène. Comme celui-là en fait. Enfin, je sais pas si c'est l'effet post coup de cœur ou si c'est juste moi, mon sentiment du moment entre guillemets, mais bon, bref. Voilà. Sinon, autre update lecture, cette fois-ci lecture audio. J'ai pris en audio un Mélissa d'Acosta, Je revenais des autres. C'est un roman du coup que j'avais acheté au salon Lire en poche à Gradignan au mois de octobre. Voilà, j'ai la petite dédicace pour m'en souvenir. J'ai donc lu tout ça, la moitié, ouais, je suis à peu près à la moitié du roman et j'aime beaucoup beaucoup. Alors, je peux pas dire que c'est un coup de cœur non plus, parce que je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça en fait en termes d'histoire. On suit du coup Ambre qui a fait une tentative de suicide, elle est très jeune, enfin très jeune. Elle a quitté assez jeune ses parents pour aller vivre euh, dans un appartement comme étant pour vivre, je sais pas comment expliquer. Elle a quitté donc très jeune ses parents pour aller vivre un peu en tant que maîtresse. Elle est la maîtresse en fait d'un homme marié et il lui a pris un appartement pour qu'il puisse du coup se retrouver. Elle a abandonné ses études, etc. Elle ne vit en fait à ce moment-là que pour lui et puis finalement elle se rend compte que elle est malheureuse dans sa vie et elle fait une tentative de suicide. C'est vraiment le début, donc je pense que je vous spoil pas du tout. Et finalement, elle va bah, Philippe va se rendre compte que c'est pas forcément une relation qui est très saine. C'était plutôt une relation voilà, qu'ils avaient qui était très toxique. Et donc du coup, bah, il va décider en fait de faire en sorte qu'ils s'éloignent tous les deux. Et il va l'emmener dans les Alpes, il me semble. Il me semble que c'est dans les Alpes. Je sais pas si c'est les Pyrénées ou les Alpes, mais je crois que c'est les Alpes, où elle va en fait être saisonnière, donc servir les clients en tant que serveuse dans un restaurant, dans un chalet en montagne. Et c'est assez prenant parce que je trouve que le personnage d'Ambre est hyper attachant. La psychologie aussi des personnages est assez intéressante parce que on suit Ambre du coup dans sa redécouverte des autres finalement parce qu'elle s'est clairement coupée de tout le monde, de sa famille, etc. pour juste vivre avec Philippe. Et en même temps, donc, elle va se faire des amis au chalet qui sont aussi des saisonniers et ils vont petit à petit se découvrir et voilà, de finalement ce métier, ça va être une sorte d'échappatoire, ça va être également la découverte de formidables amitiés
très forte. Elle va se retrouver aussi elle-même, hein, va retrouver ses envies, ses goûts, sa personnalité. Elle va arrêter de prendre ses médicaments, ses antidépresseurs. Et c'est assez intéressant. Et je trouve qu'on s'attache voilà, énormément à Ambre et aussi aux autres personnages. On a en fait vraiment la vie, hein, c'est comme une sorte de feuilleton de ce qui va se passer à l'hôtel. Parce qu'ils vont tous, comme c'est des saisonniers, ils vont tous loger sur place. Et donc il va se passer énormément de choses entre eux, vous vous en doutez. Et Ambre petit à petit va se reconstruire. Et peut-être voilà, avoir d'autres histoires, renouer des liens avec ses parents, etc. C'est une formidable histoire de vie et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma lecture, j'ai vraiment envie d'y retourner et je trouve que le format audio aussi est vraiment très très sympa, donc moi j'écoute ce roman sur Audible et vraiment le format audio se prête hyper bien je trouve à cette ambiance comme ça un petit peu tranche de vie, si je peux l'appeler comme ça. Et j'ai hâte de savoir ce qui va lui arriver en fait. Je me dis que Ambre est hyper attachante. Je me dis qu'à un moment donné, Philippe, qu'est-ce qui va encore se passer? Donc ouais, même si la couve est pas très belle, je trouve. Vraiment, l'histoire vaut le détour. Melissa d'Acosta explore énormément les psychologies humaines, les envies, les constructions aussi identitaires et c'est hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir. Finalement, la vie est faite de nuances, on évolue, on change, on suit un parcours et puis après on décide d'arrêter, de suivre un autre parcours. Enfin, c'est hyper juste en fait au niveau du ton et au niveau des parcours de vie. Enfin, même, comme je vous ai dit, la psychologie des personnages. En fait, il y a une justesse qui se dégage de ce roman qui est assez intéressante. Donc en ça j'aime bien. Maintenant, je peux pas dire que c'est un coup de cœur non plus. Je pense par rapport à l'histoire. L'histoire qui finalement me transcende pas. Maintenant, comme ça reste une super lecture, franchement j'aime beaucoup. À mi-parcours, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de savoir la fin. Comment ça va se passer. Alors, je sais qu'il y a un tome 2, je sais déjà, c'est Les douleurs fantômes, si je me trompe pas. Ouais, je l'avais en grand format, mais il est sorti en poche. Donc ouais, hâte de savoir comment ça va se passer. Mais en tout cas, lecture audio très sympa, qui s'écoute super bien. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous concocter une petite pile à lire pour un challenge auquel je participe. C'est le challenge de Eline, mes livres de poche. Donc elle fait un challenge, il me semble, à chaque saison, si je ne me trompe pas. Et là, il s'agit du challenge qui s'intitule donc Renaissance littéraire, qui est sur la période du printemps, qui a déjà débuté, donc débuté le 20 mars, et qui va se terminer le 21 juin. Donc j'ai tout noté hein, sur mon petit carnet. Donc voilà, je voulais vous faire une petite sélection pile à lire de ce que je vais mettre dans ce challenge, sachant que en général, même si je concocte une petite pile à lire, après je change parfois en fonction des envies, en fonction de ce que j'ai lu. Je me dis ah ça rentre ça dans cette catégorie, etc. D'ailleurs petit point sur le Murder Party Challenge, j'ai lu pour l'instant 3 romans du Murder, enfin 4 romans du Murder Party Challenge sur les 8, donc je suis à la moitié. Bref, passons du coup au challenge de Eline, Renaissance littéraire. Je trouve ça hyper bien choisi, Renaissance littéraire, parce qu'en général le printemps est un peu synonyme de renaissance, je trouve, c'est un éveil, enfin éveil de la nature, etc. etc. D'abord, la première catégorie donc s'intitule Légèreté des beaux jours. Il faut trouver un livre avec une femme sur la couverture. Donc là, ma lecture en cours clairement est toute trouvée. On a une femme sur la couverture, voilà. Ensuite, deuxième catégorie, c'est l'heure de la récréation. Il faut trouver un livre avec un enfant sur la couverture. Enfin, quand je dis trouver, c'est plutôt lire, hein, lire un... Et donc j'ai choisi America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, depuis mai.
mai 2022, tout va bien. J'ai même eu le petit marque-page qui va avec. Pour moi c'est un enfant, est-ce que ça rentre? C'est une jeune fille en fait, Amy. Et alors je n'ai pas son âge pardon, dans la quatrième de couverture. Je pense que ça rentre dans la catégorie. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, Girl Power or Not. Donc il faut lire un livre où le personnage principal est un homme. Et ça tombe parfaitement parce que je dois lire Mr. Loverman de Bernardine Evaristo pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc écoutez, ma foi, parfait. Et là le personnage principal c'est donc Barrington Jedida Walker, 74 ans, qui est une sorte de dandy. Et on va suivre un peu son destin, sa vie. Donc écoutez, parfait, ça rentre nickel dans la catégorie. La prochaine catégorie, quatrième, un petit sucre dans votre thé, il faut commencer ou continuer une saga de Cozy Mystery. J'ai donc décidé de commencer la saga des thés meurtriers d'Oxford je n'ai plus le nom de l'autrice. Je l'ai en fait en format e-book sur ma liseuse. Donc du coup, voilà, je me suis dit que c'était parfait, c'était vraiment l'occasion de commencer une nouvelle saga de Cozy Mystery. La prochaine catégorie, Miss Météo n'a pas dit son dernier mot, il faut lire un livre où l'histoire se déroule lors des beaux jours. J'espère recevoir du coup des éditions Charleston La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond, qui donc se déroule, il me semble, en été. Je crois que la quatrième de couve, c'est parler de ça. Lucy Diamond, j'ai adoré vraiment Rendez-vous au Café du Bonheur, ainsi que Noël au Café du Bonheur que j'ai lu donc en décembre. Donc voilà, j'espère vraiment recevoir La Villa des Petits Bonheurs pour pouvoir la lire donc dans le cadre de ce challenge. Et enfin, dernière catégorie, un bon bol d'air frais, il faut lire un livre avec un paysage de nature sur la couverture. Et donc, j'ai trouvé. Il faut absolument que je lise le tome 7 des 7 sœurs, donc la sœur disparue. Le paysage de nature est colle parfaitement avec le thème, donc nickel. C'est un gros bébé, mais vraiment, le tome 8 du coup des 7 sœurs, il me semble, sort au mois de mai. Donc voilà, il faut absolument que je le lise. Et d'un côté, j'ai vraiment hâte parce que ma copine Mathilde du compte Matou Loves Books ou Matou Love Books, je sais jamais, je suis désolée. Elle l'a lu il y a pas longtemps et elle m'a dit qu'il était génial. Donc du coup, ça m'a donné vraiment envie de le sortir de ma pile à lire. Et dans tous les cas, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Lucinda Riley non plus. Donc je me dis, franchement, c'est l'occasion. Voilà pour le challenge. Voilà du coup pour ma petite sélection pour ce challenge, sachant que comme je vous disais, je vais les rassembler. J'en ai donc deux, donc un sur liseuse, un que je dois peut-être, que j'aimerais recevoir de la part des éditions Charleston. Parce qu'en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 catégories et j'ai donc actuellement 4 livres en physique. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de participer à ce challenge. Voilà, je participe pas à énormément de challenges. J'essaye en fait je participe à certains challenges. J'essaye d'arriver au bout, mais la plupart du temps, franchement, je ne les termine jamais. C'est terrible, je suis désolée. Mais j'essaye, je pense que l'important de toute manière, c'est de participer, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur le challenge de Eline, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. Je voulais également vous parler très rapidement, parce qu'après il faut que je m'en aille. Je voulais également vous dire que ce week-end je suis au Quai du Polar à Lyon. Donc si on se croise, si vous me reconnaissez, parce que moi peut-être que je ne vais pas vous reconnaître, mais si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir échanger, papoter, lecture, etc. Ça me ferait trop plaisir. Je vais découvrir en même temps la ville de Lyon. J'y suis allée une seule fois, voilà, très rapidement, un peu le temps d'une soirée. Donc du coup là on y va avec les copines du book club pendant tout un week-end, du vendredi au dimanche soir.
Ça va être génialissime. J'ai trop hâte. Donc voilà, juste pour vous dire que je pense d'ailleurs qu'au moment où sortira ce vlog, ce sera pendant les quais du polar. Sur ce, ben, moi je vous dis à bientôt pour un update lecture en espérant vraiment vous donner mon avis final sur le pavillon des combattantes. Parce que franchement je peux pas trop en parler pour l'instant. Voilà, je vous dis à plus. Coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi soir et je reviens pour clôturer donc ce vlog J-2 avant les quais du polar. J'ai super hâte vraiment, il faudrait d'ailleurs que je fasse ma valise, n'est-ce pas? Team dernière minute. Je reviens avant du coup de vraiment clôturer ce vlog pour vous faire un petit update lecture. J'ai un peu avancé dans ma lecture du pavillon des combattantes, page 266 sur 400 et des patates, non 380, un truc comme ça. Il me reste à peu près 100 pages. J'espère vachement avancer ce soir. Normalement j'espère voilà, le terminer demain. En tout cas je pense que mon avis final ne changera pas beaucoup, donc je vous le donne maintenant. Oula, j'ai fait bouger le trépied. Le pavillon des combattantes donc de Emma Donoghue. J'aime bien ma lecture. Je trouve que c'est une lecture assez facile à lire dans le sens où ça se lit vite. Maintenant c'est vrai qu'au niveau de la thématique, si vous avez été vraiment traumatisé par l'épisode du Covid et aussi l'aspect anxiogène que ça a pu provoquer, sincèrement passez votre chemin avec le pavillon des combattantes parce qu'on est là sur l'épidémie de grippe qui à l'époque ne s'appelait pas encore la grippe espagnole, mais c'est une thématique. Enfin, c'est la thématique principale du roman. Après, il y a d'autres thématiques un peu sous-jacentes, à savoir justement la guerre civile en Irlande, où on est encore au niveau de l'historique, on est encore aux prémices. En tout cas, il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, la guerre civile est quand même assez présente. Et c'est une autre thématique voilà, sous-jacente. Également, on parle aussi de la condition de la femme. C'est vrai qu'à cette époque, c'était quand même assez difficile pour elles. Elles avaient, du fait d'accoucher, en fait, elles avaient aussi le fardeau de devoir travailler, de devoir s'occuper des enfants, etc. Donc on a aussi la condition de la femme qui est une autre thématique. On a notamment une médecin, une doctoresse, qui intervient à un moment donné, sauf que elle est liée aussi au niveau de sa vie personnelle, elle est liée à la guerre civile, donc elle fait partie du camp des rebelles, ceux qui sont donc contre le roi. Et je sais, en fait c'est explicité à certains moments, j'ai l'impression que de temps en temps ça va prendre le dessus, mais finalement là il me reste 100 pages et je me dis cette fameuse, donc elle s'appelle Dr Lynn, j'ai pas son prénom, voilà, Kathleen Lynn, ça aurait pu être hyper intéressant de la mettre beaucoup plus en avant, etc. Mais non, on suit vraiment Julia Power et son quotidien en tant qu'infirmière, donc dans le service de maternité. Mais ça, je pense que je vous l'ai dit au moins 3 fois dans ce vlog. Je suis désolée si je me répète vraiment. Mais voilà, il y a plein, vous voyez, de petites thématiques assez intéressantes, mais qui sont jamais vraiment mis sur le devant de la scène, si ce n'est qu'on est dans cette ambiance extrêmement anxiogène du fait de la grippe, de la transmission, de la contagion, etc. Du fait aussi qu'on est dans un environnement très médical, on suit vraiment son quotidien. Et là pour l'instant, donc au bout de quasiment tout le roman, je pense, va se dérouler sur 2 jours. Enfin, j'ai pas encore fini, donc je peux pas vraiment vous le dire, mais pour l'instant il y a eu 1 jour et demi. Enfin, c'est extrêmement particulier. Du coup, on a un peu l'impression de faire du surplace. D'un autre côté, il se passe énormément de choses parce que sa vie d'infirmière est extrêmement mouvementée. Et en fait,
Je lisais donc ce livre en lecture commune, je suis clairement à la bourre plus, mais il y en a une du coup, Lauriane, qui a abandonné et franchement je peux comprendre parce que c'est vu qu'on a toutes les actions qu'elle fait sont décrites dans ce roman, mais vraiment toutes. Enfin, non, je crois que c'est pas la première personne du singulier. Pardon, je reprends. C'est à la première personne du singulier. Le récit est à la première personne du singulier. Et donc du coup, on la suit vraiment, elle, dans ses pensées et aussi dans toutes ses actions. Je vais, je sais pas, mettre un linge sur la poitrine de mademoiselle Bidule. Je vais ensuite me laver les mains. Enfin, c'est très didactique en fait. Et le récit, du coup, il y a une certaine forme de redondance, vous voyez, du fait que on a l'impression de faire du surplace, en même temps il se passe plein de choses, mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant. On a pas mal de... c'est très cru, enfin c'est pas que c'est cru, mais c'est très explicite, donc on a vraiment très détaillé. On a vraiment tous les actes médicaux qui sont détaillés, hein, voilà, encore une fois. Donc âme sensible, s'abstenir clairement, mais ça je crois que vous l'avez dit dans la séquence précédente. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne lecture, mais que je m'attendais pas à ce que ce soit... Pour moi, je trouve que c'est lent. Après, d'autres personnes vont me dire mais non, il se passe plein de choses, etc. Mais du fait de cette temporalité-là où ça se passe pour l'instant sur 1 jour et demi, ben j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose, que l'histoire est hyper intéressante du coup, alors que pourtant, je me suis quand même attachée au personnage de Julia Power que je trouve hyper forte, hyper courageuse. Franchement, c'est l'incarnation du courage. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que oui, ok, bah c'est son quotidien en fait. Et un peu point à la ligne, il n'y a pas d'autre chose qui est hyper intéressante. La guerre civile, comme je vous disais, aurait pu être intéressante, le camp des rebelles, etc., qui à un moment donné est bien expliqué. Bah au final ça retombe un peu comme un soufflé. Après je pense que c'est l'ambiance qui est voulue, hein, l'ambiance et c'est un peu le quotidien, encore une fois c'est le quotidien des gens, des infirmières pendant vers la fin du coup de la première guerre mondiale. J'ai du mal à parler aujourd'hui décidément. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit retour sur cette lecture donc je vais m'empresser de terminer. On m'a dit qu'il y avait un twist final à la fin, donc écoutez, ma foi, si le twist est intéressant, ça peut être très chouette. Sur ce, du coup, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pas, pendant ces 2 semaines, c'était pas vraiment facile. Ouais, vraiment, clairement, en ce moment, enfin, vous l'avez vu, un rythme d'escargot plus, alors que j'avais hyper bien commencé le mois de mars. Mais ma foi, écoutez, c'est comme ça, hein. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, comme d'habitude. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve si vous y êtes au Quai du Polar. Et puis sinon, dans une prochaine vidéo. Bye bye!